Je vais commencer avec une histoire personnelle qui a un peu des liens avec ce que les autres gens ont déjà dit. Quand j'ai commencé ma carrière il y a 35 ans, mon père était un policier. Il travaillait à la police de Gand et chaque année, un nouvel an, il me souhaitait un nouvel boulot pour l'année pour la prochaine année. Et c'est pendant toutes ces carrières de 35 ans que j'ai toujours, surtout envers des amis, surtout des amis masculins, pas les femmes, j'ai toujours dû me motiver pour la raison pour laquelle je restais dans l'accueil de la petite enfance. Juste quelques mois avant que mon père a décidé, il m'a dit « Mais Yann, je t'ai toujours dit de changer de boulot, mais en fait, quand moi j'aurais eu la chance, après la guerre peut-être, parce que j'ai toujours aimé de travailler avec les enfants, peut-être j'aurais aussi fait le même choix que toi. » Et j'étais très content que mon père m'a dit ça avant qu'il a décédé. Je vais dire que je suis très content qu'il y a beaucoup d'hommes qui travaillent de la petite enfance ici. Et je les souhaite beaucoup de support parce que parfois c'est assez compliqué. C'est pas facile d'entrer dans le secteur de la petite enfance, mais c'est encore plus difficile de rester dans le secteur de la petite enfance. Je vais vous parler aujourd'hui du travail dans lequel j'ai fait ensemble avec des collègues britanniques, des collègues de la Norvège, avec Tim et d'autres. Il y a beaucoup de groupes d'hommes qui travaillent dans la petite enfance en Europe et aussi dans le monde. C'est très intéressant de voir comment ces hommes, qui sont des individus assez isolés, qu'ils essayent quand même de former des groupes pour chercher un peu de support. Mais pour être sincère, le résultat de plus de 20 ans de projets partout en Europe et dans le monde, c'est quand même un petit peu décevant. Et je vais vous raconter un peu l'histoire de ces projets dans lesquels j'ai partagé ou des collègues à moi ont fait. Mais à la fin, je vais quand même donner de nouveau un peu d'espoir pour des nouvelles approches qui peut-être auront plus d'effet. Mais ce qui est intéressant les dernières années, c'est qu'il y a vraiment un consensus politique que c'est important qu'il y a plus d'hommes qui travaillent dans l'accueil de la petite enfance et aussi dans l'école maternelle. Et une des raisons, c'est le vieillissement général de la population. Ça veut dire que les femmes doivent travailler plus et les hommes doivent prendre des tâches des femmes dans le soin. Une autre chose, c'est que les femmes partout en Europe sont de plus en plus qualifiées et surtout en ce qui concerne les crèches, ça veut dire que il n'y a pas tellement de femmes comme il y avait il y a 20 ou 30 ans qui veulent travailler dans l'accueil de la petite enfance. Ça veut dire qu'il y a dans beaucoup de pays qu'il y a un manque de personnel pour les crèches. Et vous savez toujours que les grandes idées sont parfois moins importantes que des choses très pratiques comme le besoin sur le marché du travail. Je vais vous aussi dire que en ce qui concerne tout ce qui est les jeunes enfants, partout en Europe, vous avez déjà dans l'école maternelle, vous demandez un master, mais dans la plupart des pays, c'est pas le cas. Mais on voit partout qu'il y a une discussion que la qualité des femmes qui choisissent pour un métier de la petite enfance est en train de diminuer. Moi, je dis toujours, c'est pas une question de diminuer, mais c'est parce que partout en Europe et dans le monde, on recrute les femmes qui doivent travailler avec les jeunes enfants dans le même groupe. Ça veut dire on recrute dans des femmes, pas des hommes, mais aussi dans beaucoup de pays, surtout au niveau bachelor, on recrute encore toujours chez des femmes classe moyenne blanche et ça ne va plus. Ça veut dire qu'il faut une autre approche, il faut regarder vers les hommes qui sont intéressés de travailler avec les enfants et aussi surtout les hommes et les femmes aussi de groupes ethniques minoritaires. Ça, c'est très important, je trouve. Alors,
je vais moi, je pense qu'on ne peut pas parler des hommes dans l'accueil de la petite enfance sans de parler des pères. Parce qu'une des choses qui est très remarquable, c'est que d'un côté, on demande des pères qu'ils sont plus impliqués dans l'éducation de leurs jeunes enfants, mais de l'autre côté, partout où ils viennent, c'est dans le secteur médical, c'est dans le secteur de l'accueil, partout où ils viennent, ils ne rencontrent que des femmes. Ça veut dire que, allez, comment on peut motiver les pères sans qu'il y a des travailleurs masculins qui travaillent. Je suis d'accord que, moi aussi personnellement, je ne suis pas très convaincu de tout ce truc que les garçons ont besoin de modèles de rôle, mais je pense que surtout que les pères ont besoin des modèles de rôle. Et comme père, il y a un certain moment dans mon histoire personnelle, j'ai été père solitaire, non, ce n'est pas le cas, mais la femme de ma fille aînée avait décidé, et j'ai rencontré énormément, c'est toute une histoire, je vais ne raconter qu'une, mais de comment, comme père, tu es discriminé par tout ce secteur, parce qu'il y a beaucoup de femmes, ils ne font pas pour se... avec des mauvaises intentions, mais c'est qu'ils ne se rendent pas compte. Par exemple, quand j'étais dans l'école maternelle avec ma fille, à un certain moment, le professeur de l'école maternelle, parce qu'elle savait que la mère avait décidé de ma fille, elle commençait à rassembler des vêtements pour ma fille, tu vois. Mais à l'époque, moi, j'avais un diplôme universitaire, j'avais un salaire à l'université qui n'était pas mal, mais elle commençait à rassembler des vêtements, tu vois. À une autre occasion, c'était pendant l'été. Ma fille, elle avait 4 ans et elle disait je vais aller à la toilette, papa. Elle allait à la toilette et elle avait oublié de remettre sa culotte, quoi. Elle avait une robe. Et le soir, il y avait l'enseignante qui me dit Monsieur Peters, je veux vous voir personnellement. Je dis Monsieur Peters, c'est l'habitude dans notre école que les filles portent une culotte. Je ne pense pas qu'ils vont jamais dire ça à une femme. Ok, mais j'ai ici donné un peu une liste de tout ce qui est intéressant dans tout ce qui est recherche, c'est que depuis les années 70, on parle surtout dans la recherche sur les parents. Et je trouve ça toujours très dangereux parce que quand on parle de parents, c'est dans 90%, on parle des mères. Et il faut faire dans la recherche vraiment la distinction entre quand tu fais de la recherche sur les mères ou sur les pères. Parce que, par exemple, quand tu demandes au père combien d'heures vous vous occupez par jour à votre petit-enfant, ils disent 2 ou 3 fois plus que quand on le demande aux mères. Ça veut dire qu'il y a énormément de différences et il faut faire de la recherche. Mais la recherche des dernières années est très convaincue. Ça veut dire que aussi dans le support pédagogique, quand tu n'investis pas dans les pairs, tu as presque pas de résultats. Ça veut dire, il y a un certain moment, il y a un père turc qui avait créé un groupe de pères turcs et je lui demandais, mais pourquoi avez-vous pris cette initiative? Et il me disait, Yann, j'en avais ras-le-bol, ma femme était dans un groupe de mères turques et elle venait tout le temps à la maison me dire, mais non, tu le fais pas bien, tu vas le faire comme ça, comme ça. Alors j'ai commencé à un groupe de pères. Ce que je veux dire, c'est que parfois, quand tu ne travailles qu'avec les mères, il y a eu une réaction négative des pères envers ça. Et ils vont bloquer les initiatives qui ont été prises. Alors, voilà, ça j'ai déjà dit. Ce qui est très intéressant, c'est que pour le moment, c'est vraiment la ségrégation basée sur le genre et sur l'agenda politique, par exemple sur l'Europe. Dans la stratégie de Lisbonne, par exemple, la participation des femmes est très importante.
Ils disent aussi que les hommes doivent prendre leur place. Alors, mais comment peut-on augmenter la participation des pères? J'ai étudié ça avec des collègues et ce qui est intéressant, par exemple, de voir, c'est qu'il y a des crèches, par exemple, des parents qui n'ont pas d'adresse des pères après le divorce. Ça veut dire qu'ils n'ont que l'adresse et le numéro de téléphone de la mère. Chez nous, en Belgique, on est pour le moment, on a fait des projets pour vraiment contrôler aussi dans des crèches s'ils ont vraiment les adresses et le numéro de téléphone des pères. C'est très important d'avoir du contact personnel et je suis c'est très intéressant, c'est le ministre qui l'a déjà dit, ou c'est quelqu'un d'autre, c'est pas ici de ce matin, qui a déjà dit cette phrase que beaucoup d'éducatrices utilisent, dire Monsieur, est-ce que vous pouvez dire à votre femme que ça c'est vraiment universel, ça on trouve partout dans le monde, c'est que ça veut dire qu'on doit vraiment respecter le père dans son rôle et on ne doit pas tout le temps référer à la mère. Il faut aussi une fois faire une analyse de toutes les activités qu'on fait dans les crèches et voir combien de pères participent à cette initiative pour les parents. Et alors, il faut avoir un équilibre entre les initiatives que les mères préfèrent et les initiatives que les pères préfèrent. En général, c'est comme ça que des choses actives, par exemple, travailler dans le jardin de la crèche, par exemple, on va voir qu'il y a beaucoup de pères qui viennent. Ça veut dire qu'il faut vraiment chercher cet équilibre. Il faut aussi organiser des actions pour la situation des pères, ça c'est tout un engagement. Il faut aussi voir qu'il y a, quand il y a des photos, par exemple, dans les crèches, qu'il y a aussi des photos des pères dans les crèches. Il y a quelques années, on a fait un film sur ce que les parents les visions des parents sur ce qui se passait dans les crèches, et c'était dans 3 pays, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Et j'avais demandé qu'il y a le même nombre de pères qui étaient interviewés que de mères. Et dans tous les 3 pays, on a dit non, Yann, ça ne va pas, on ne va pas les trouver. J'ai dit, écoute, si tu ne trouves pas les pères, je vais chercher ailleurs. Alors après, il y a certains d'entre vous qui connaissent le film, il a été aussi traduit en français. On voit que les interviews avec les pères sont vraiment très très forts. Je peux même dire qu'ils sont plus forts que les interviews avec les femmes. C'est parce qu'une fois qu'on demande les pères, ils sont très motivés, ils ont leurs idées. Alors il faut vraiment oublier un peu tous les préjugés qu'il y a envers les pères. Alors, comment attirer plus d'hommes dans les crèches? C'est la deuxième partie. Ce qui est très important, c'est que les jeunes, surtout pour les auxiliaires en puériculture, on doit choisir ce métier à l'âge de 16 ans. Ça veut dire que c'est à l'âge de 16 ans, c'est presque impossible de motiver des jeunes garçons pour ce métier. Les expériences qu'on a eues dans beaucoup de pays européens, c'est que c'est plus efficace d'attirer des garçons, des jeunes hommes entre 25 et 35 ans comme ça, parce que ça c'est à une période dans leur vie qu'ils sont plus si concentrés sur ce modèle, disons, masculin et féminin dans leur vie. Ce qui est aussi important, c'est que on doit changer le contenu de la formation. Et je vais référer plusieurs fois à des pays scandinaves. Il y a aussi dans l'exposition une très intéressante partie sur la Norvège. Et ce qu'on voit, par exemple, dans tous les pays en Europe où il y a environ entre 10% d'hommes, comme la Norvège, le Danemark, on voit que là-bas, la formation initiale est complètement différente, comme par exemple en France ou en Belgique ou en Angleterre. Ça veut dire que c'est plutôt concentré sur
sur l'aventure, sur aller dans la nature, tu vois, c'est de la créativité, le théâtre, tu vois. Tandis que chez nous, c'est encore très concentré sur le soin. Ça veut dire on doit avoir des autres accents qui attirent aussi les garçons. Alors, une autre chose qui est certaine, c'est qu'on sait déjà que, et Tim va vous montrer des chiffres, que le nombre d'hommes ne va pas augmenter sans action spécifique. Quand j'entrais dans le secteur au début des années 80, j'étais surpris qu'il n'y avait pas des hommes dans les crèches. Mais maintenant, beaucoup plus tard, on voit que le nombre a augmenté en Flandre de 0,9% à 3,5%, et c'est à cause d'actions très concrètes qui ont été faites dès l'année 2000. Et on voit dans tous les pays, par exemple le Norvège, qui a le chiffre le plus haut, c'est presque 10%, que là-bas aussi, on a fait énormément d'efforts, d'actions, et c'est aussi très important ce que votre ministre a dit, parce qu'il doit avoir un engagement politique, et pas simplement pour 1 ou 2 années ou pour un projet, mais pour 10 ans. Ça, c'est un peu qu'on sache de tous les pays dont les actions ont été un succès. Ce qui est aussi quelque chose de très intéressant, et peut-être Kim va t'en parler, c'est qu'on appelle des Boys Days, ça veut dire des journées pour des garçons, et on doit les organiser pour des garçons quand ils sont encore assez jeunes, ça veut dire entre 12 et 14 ans. C'est avant qu'ils entrent vraiment dans leur adolescence, et comme on organise dans beaucoup de pays des journées pour des filles, pour les mener à des professions plus techniques. On doit aussi le faire pour des garçons. Et aussi, il faut augmenter le statut et le prestige de la profession par la formation et la qualification. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'on doit choisir un nom pour la profession et aussi pour la formation qui soit neutre quant au genre. Ça veut dire, par exemple, quand dans beaucoup de pays, surtout dans les crèches, il y a toujours un nom qui a un lien avec soins. Tandis qu'on voit dans les pays scandinaves, on a d'autres noms qui n'ont rien à voir avec soins. C'est aussi très important. Voilà. Alors, je vais aller très vite parce que il y a déjà les deux intervenants avant moi qui l'ont dit. Je vais pas beaucoup parler de l'histoire, mais simplement comment on fait du deuxième vague de féminisme des années 70. À cette époque, on voyait que il y avait les femmes qui revendiquent le droit au travail, tu vois, une plus grande implication des pères, mais ils ne voulaient pas tellement que les femmes prenaient des places de travail, parce qu'ils voulaient aussi que ils voulaient créer des places de travail, et c'est très important que les crèches à l'époque étaient des places de travail pour les femmes. Ici, c'est ma fille aînée parce que sa mère était une féministe. Alors, j'ai eu beaucoup de contacts avec le féminisme de cette époque. Et ce qui est aussi très important, c'est que je vais le voir parce que j'ai oublié. Oui. Maintenant, vers le tournant du siècle, on a une autre évolution qui est très importante pour la discussion d'aujourd'hui des hommes dans la crèche, c'est que il y a tout d'un coup, on avait découvert que l'accueil de la petite enfance et aussi les crèches étaient très importantes pour le développement de l'enfant, tandis qu'avant c'était
surtout pour donner des opportunités à la femme pour aller travailler. Et ce qu'on voyait à certaines époques, que dans beaucoup de pays, on voit que les salaires augmentent, et aussi par exemple en Belgique, dans l'école maternelle, on a le même salaire que dans l'école primaire, dans l'école secondaire, mais on voit quand même que ça n'a pas attiré plus d'hommes. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu une séparation entre les femmes qui s'occupaient des soins et qui étaient moins payées et dont la formation était plus basse, et les femmes qui s'occupaient de l'éducation. Alors il y a vraiment une distinction entre corps et esprit dans cette époque. Et aussi en France, on voit que, par exemple, dans l'école maternelle, on a les ATSEM, hein, et c'est juste la même situation qu'en Belgique. On a aussi des assistantes qui sont chez nous des auxiliaires en périculture, qui travaillent dans l'école maternelle et qui s'occupent des soins. Et le professeur, ils disent non, c'est pas ma tâche de s'occuper des soins, c'est l'ATSEM qui le fait. Et c'est une très grande distinction avec les pays scandinaves, dont les assistantes et les professionnels, ils s'occupent tous les deux des soins. Ça veut dire qu'il y a vraiment une vue holistique sur soins et éducation. Et je pense qu'en France et en Belgique, on peut encore beaucoup apprendre de cette approche, et que l'évolution de séparer l'esprit et le corps, ce n'est pas une évolution très bien. On sait de la recherche que c'est très important, que c'est intégrer le soin et l'éducation. Je vais aller un peu plus vite. On voit, oui, j'ai encore 5 minutes. On voit aussi que maintenant, dans le troisième vague de féminisme, on voit que on a une toute autre vue. Ça veut dire qu'on ne fait pas cette distinction entre ce qui est typiquement féminin, ce qu'on faisait dans la deuxième vague de féminisme, et ce qui est typiquement masculin, mais on va avoir on va dire que il y a dans un homme beaucoup d'aspects plus féminins et plus masculins, et aussi dans les femmes. Et je trouve que ça, c'est très important qu'on ait cet esprit, qu'on quitte cette approche qu'il existe quelque chose comme féminin ou comme masculin. Ce qui est un concept très intéressant qui vient aussi du Danemark, c'est je l'ai traduit comme ça en français, corporéalité. Ça veut dire qu'on ne peut pas réduire le corps à un non-dit. Hein. On est en train pour le moment de faire une recherche sur les jeunes enfants qui entrent dans l'école maternelle avec FIDIO, et on voit vraiment que beaucoup d'enseignants de l'école maternelle, ils font comme le corps n'est pas là, tu vois. Ils voient à l'enfant comme un être qui doit apprendre, et ce corps, il n'est pas vraiment intégré dans le travail. Et très intéressante, c'est une recherche qui a été faite en 2007 par plusieurs pays européens. Et c'était un film qui a été fait dans les 4 pays, et les films d'une journée dans une crèche ou une école maternelle. Et alors, on a montré ce film qui est typiquement pour ce pays à les 3 autres pays. Et ce qui est très intéressant, c'est que la vision des pédagogues danoises qui regardaient, par exemple, le film anglais et qui disaient que pour eux, que c'était des exemples d'une discipline de corps. Ça veut dire que pour eux, il y avait des visions complètement différentes. Ça veut dire pour eux, ça devait être très lentement, et tandis qu'on voyait que là-bas, à un certain moment, il devait aller à la toilette, il devait aller faire ça et ça. Et les Danois, ils disaient que c'était une discipline du corps. De l'autre côté, quand ils voyaient le film hongroise, où il y avait énormément d'accent sur le soin aussi,
il disait que c'était des femmes qui le disaient, ce n'était pas des hommes, il disait que c'était extrêmement féminin et pour eux c'était des lieux de travail ennuyeux. Ça veut dire que pour eux l'aventure, aller dehors et tout, c'est beaucoup plus important. C'est très important de voir qu'il y a en Europe énormément de visions très différentes sur les crèches et aussi l'école maternelle. Et ce que dans les pays, disons, en dehors des Scandinavies, on a des visions quand même assez encore un peu du siècle passé, et peut-être on doit organiser plus de voyages vers les pays scandinaves. Alors, je vais finir maintenant avec une étude qu'on a faite très récemment. C'est un réseau qui est soutenu par la Commission européenne et qui fait des recherches, et c'est les personnes de la Commission qui choisissent quelles recherches peuvent être menées. Et c'est une recherche sur les assistantes qui travaillent dans les crèches et aussi dans l'école maternelle. Ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de ces assistantes, comme les ATSEM, mais vous avez aussi dans les crèches des assistantes que sont vraiment des travailleurs invisibles, mais que leur travail est très apprécié par les parents. Et ce qu'on voit, c'est qu'au Danemark et aussi en Norvège, on utilise ces postes d'assistantes pour attirer des hommes. La plupart des hommes qui travaillent au Danemark et au Norvège n'ont pas commencé leurs études à l'âge de 18 ans, mais ils ont d'abord fait un autre travail, et à l'âge de 25 ans, ils sont devenus assistantes non qualifiées, et alors ils ont suivi un parcours qui est adapté à les gens qui travaillent déjà, qui est très centré sur la pratique. On a eu beaucoup de succès avec ces parcours spécialisés pour ces assistantes. Et je pense que partout en Europe, il y a des assistantes, sauf en Italie, il n'y en a pas, mais en tous les autres pays, il y en a. Et je pense qu'aussi en France, on pouvait faire des programmes spécialisés pour attirer des hommes de travailler d'abord comme assistantes et après de les motiver à suivre un parcours qualifiant qui mène à un diplôme d'éducateur jeunes enfants. Voilà, ici vous voyez quelques textes pour les gens qui sont plus intéressés, quelques articles sur ce sujet. Merci bien.